Wake up la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Michel Stalin. Pour celles et ceux qui connaissent Michel et STC sur TikTok et sur Instagram TikTok, aussi. Instagram, ouais. Ouais, TikTok et Insta. Donc ça fait un moment qu'ils ont explosé sur les réseaux sociaux. Ils ont tout pété, comme on peut dire. Ils ont même leur propre émission sur Guadeloupe la Première. On est passé sur Guadeloupe la Première. Ok, donc Guadeloupe la Première. Ouais. Voilà, je suis les actus quand même. Je vois ça. Et puis derrière ça, il y a du business. Exactement. On va parler du business, on va parler de la vie aux Antilles, on va parler de comment tu as démarré. Et maintenant, je sais que vous êtes sur Bali, donc on va parler un petit peu de ça. Il y a beaucoup de choses à parler. Il y a beaucoup de choses à parler. Donc restez bien attentifs parce que va y avoir des conseils pépites dans cet épisode. Donc restez très, très attentifs. Donc Michel, déjà, on va commencer par le départ. Qui es-tu? Tu sais, tu penses ça, un coach en développement personnel, frère. Qui es-tu? Frère, je sais pas comment je réponds à ça. Est-ce que je réponds avec une phase philosophique? Je suis. Non, qui je suis? C'est vrai que on a plusieurs casquettes avec STC, puisque dans un premier temps, nous, on a toujours entrepreneur déjà dans un premier temps, mais on s'est toujours orienté vers ce qui nous amuse. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette casquette-là, demain, on en a une autre. Mais pour donner de base, alors mon métier de base, c'est coach en développement personnel certifié en PNL. Par la suite, PNL, programmation neurolinguistique. En gros, c'est l'étude du comportement, ce qui nous a permis d'accompagner des personnes je ne veux pas dire de tout horizon, c'est pas tout à fait ça, mais on a accompagné des couples, on a accompagné des hommes politiques dans la prise de parole en public, parce que ça permet ça aussi. On a accompagné des personnes dans des phobies, dans différents aspects de la vie, parce que la PNL, c'est large, c'est l'étude du comportement, et ça permet de résoudre énormément de problèmes en thérapie brève. Déjà, ça. Ensuite, on a la casquette aussi on a une agence de communication qui on accompagne à travers soit des prestations ou des formations des entrepreneurs depuis 2016. Ça fait comment? Aux Altitudes Pro. Okay. Aux Altitudes Pro, qui est en train de changer de nom en ce moment parce que on est parti. Et dans tout ce qui est stratégie marketing digital, stratégie commerciale, et on est créateur de contenu également, comédien. Et bien d'autres à venir. Voilà. On s'amuse. Voilà. On s'amuse. Il y a beaucoup de casquettes, il y a beaucoup d'amusement, beaucoup de kiff. Moi, j'aime bien dire que quand tu entreprends, il faut que tu sois quand même passionné de ce que tu fais pour arriver au bout de tes objectifs. Est-ce que tu penses que c'est réel ou pas? Hier, c'est bien que tu en parles parce que hier, on en parlait avec un ami. Et en fait, il y a deux écoles. Il y a l'école qui va te dire... cherche ce qui te passionne et fais-le, comme ça tu travailleras pas un seul jour de ta vie, tu vois. C'est pas faux, mais pour moi c'est pas totalement vrai. Moi je pense que quand on débute en tant qu'entrepreneur, la plupart du temps on a vraiment tendance à chercher l'idée, la pépite qui va nous faire exploser. Et aujourd'hui, selon moi, l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus simple que ça. En tout cas, je vais dire la recette du succès, c'est beaucoup plus simple que ça. Et il s'agit simplement de prendre quelque chose qui a déjà fonctionné et de l'améliorer. Donc, au départ, moi, je préfère dire aux gens, cherche quelque chose qui va te rapporter de l'argent de façon simple. Et quand tu auras l'argent, à ce moment-là, tu vas chercher qu'est-ce qui te plaît. Quand tu auras la trésorerie, là, tu vas pouvoir t'amuser parce que le problème, si tu veux, Stéphane, c'est que tu ne peux pas développer une passion si tu es acculé financièrement. Tu vois, si tu as le stress de payer les factures, en fait, tu vas sauter des étapes et tu vas le faire mal, alors qu'initialement, c'était une passion. Donc, cherche déjà pour moi à avoir la trésorerie, avoir l'argent, avoir quelque chose qui paye les factures. Et ensuite, tu peux t'amuser à développer en fin de compte ta passion. Pour moi, c'est le meilleur compromis, en tout cas pour que ça soit périn, pour que ça puisse durer dans le temps, tu vois. Ok. Je suis d'accord avec ce que tu dis parce que oui, moi j'ai déjà traversé plusieurs phases. Donc la phase dont tu parles où j'ai envie de suivre la passion mais il n'y a pas la trésorerie, ça t'empêche vraiment de vivre ta passion et ça te bloque sur énormément de choses. Parce que tu es, comme tu as dit, tu es acculé par l'argent, il faut faire l'argent entrer, il faut payer les factures, ta femme va te dire ouais mais voilà, il y a ci, il y a ça qu'il faut payer, etc. Donc au bout d'un moment, oui, il faut aller chercher l'argent et je suis d'accord avec ça. Je sais qu'on avait parlé de marketing de réseau, etc.
Donc, je sais que tu as commencé par ça ou tu étais dans l'entrepreneuriat avant? Non, j'ai créé ma première entreprise, je crois que j'avais 23 ans, mais c'était une entreprise de communication à l'époque. Et oui, je crois que je fais du marketing de réseau depuis l'âge de 21 ans, mais de façon très sérieuse et professionnelle, je crois que j'avais plus 24 ans. Ok. 24 ans où j'ai fait ça pendant 3 ans non-stop. Et j'ai dû faire ça, j'ai commencé à 24 ans et j'ai levé le pied. Je suis sorti du marketing de réseau, je crois que j'avais 28 ans en vrai. Okay. 28 ans. Donc de façon professionnelle, ben, j'ai fait ça, tout cumulé 5 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a... Parce que moi, j'en ai fait aussi. Il y avait deux choses. Donc, il y avait une partie que j'ai beaucoup aimée, c'était tout ce qui était relationnel, etc., etc. Après, il y a une partie que j'aimais pas trop, c'est la partie où, voilà, il fallait, je vais pas dire manipuler, mais il fallait justement embellir les choses pour que les gens ils puissent adhérer à ton truc. Et c'est ça que moi, j'ai pas aimé dans la partie MLM. Mais sinon, l'industrie en elle-même, j'aime beaucoup ce que ça propose. Qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi tu es resté, on va dire, 5 ans et pourquoi tu as arrêté? Ben, pour moi, dans un premier temps, honnêtement, le marketing de réseau, pour moi, a été ma plus belle école. Ma plus belle école parce que on apprend les choses de façon très compressée dans le marketing de réseau. J'aime à dire, en fin de compte, qu'on est comme du silex, en fait. Ouais. Plus on se frotte aux êtres humains, plus on s'aiguise. Et c'est vrai que dans le marketing de réseau, que ce soit à travers les présentations, les événements, on se frotte à tellement de personnes. Il y avait un grand leader qui disait que entre une personne normale et une personne qui fait du marketing de réseau, la personne qui fait du marketing de réseau a 7 ans de plus. Tu vois, c'est comme si elle a une expérience de 7 ans de plus que la personne qui ne fait pas du marketing de réseau parce que notre métier, c'est de rencontrer du monde. J'ai appris énormément de choses dans le marketing de réseau. La prise de parole en public, le leadership, le développement personnel en général, on le découvre dans le marketing de réseau. La gestion des êtres humains, la gestion des émotions. Il y a énormément de choses. Maintenant, c'est vrai que c'est un mot, je vais dire, qui peut faire peur parce que, en même temps, tu sais, il y a tellement d'arnaques qui sont sortis dans cette industrie-là. Mais c'est une très belle école. J'ai appris énormément de choses. Pour moi, je suis devenu entrepreneur dans le marketing de réseau parce qu'il y a énormément de choses à gérer, que ce soit humain, matériel ou organisationnel. Mais à un moment donné, j'ai senti que je voulais voler de mes propres ailes parce que si tu veux, comme tu dis, il y a forcément une partie manipulation, mais je pense que la manipulation est partout et tout le temps. Nos plus grands manipulateurs sont nos enfants, tu vois. Donc, tu vois. Donc, je pense qu'il y a cette manipulation partout. Mais si tu veux, je ne veux pas dire l'hypocrisie, mais je ne trouve pas d'autres mots. Mais c'est de te faire croire que tu es ton propre patron, tu vois. Ouais. En vrai, tu travailles toujours pour la société. Tu prends toujours le nom de la société, tu vois, même si tu gagnes du cash, mais en fin de compte, il y a toujours la société. Et de dire en fin de compte, tu fais un travail une fois et ça tombe tous les mois, c'est faux, tu vois. Plus tu montes, excuse-moi, en fait, quand tu as un réseau, le travail, c'est tout le temps. Parce qu'il y a ce phénomène où tu recrutes tout le temps, mais des gens partent tout le temps. Ouais. Et en fait, le piège un peu de tout ça, c'est que plus tu montes, plus tu as un niveau de vie, et plus il faut garder ce niveau de vie-là. Donc, en fin de compte, ça fait que plus tu montes, plus tu es stressé. Maintenant, en fin de compte, comme je dis, c'est une très bonne école et chacun a son expérience. Moi, aujourd'hui, quelqu'un qui me parle d'une société de marketing de réseau sérieux, une société sérieuse, moi, j'encourage en fait tous les jeunes à en faire leur expérience parce qu'aujourd'hui, c'est la façon la plus facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais. Mais pour moi, à un moment donné, en tout cas, moi, ça a été mon ressenti. J'ai ressenti le besoin de voler de mes propres ailes. De me dire que je crée ma société, mon business avec mon nom, porter mes couleurs et ne pas aussi être sujet à une société parce que on te dit que tu es ton propre patron, oui, mais quand la société se casse la gueule, c'est tout son business qui s'effondre. On en a vu des sociétés qui ont eu le vent au pourpre et qui se sont cassées la gueule, tu vois. Mais pour répondre à ta question, ça reste une très belle école, mais j'ai envie de dire comme tout, il faut accepter qu'à un moment donné, il y a une fin et que tu puisses faire autre chose. Ouais, passer à autre chose. Ouais. Exactement. Exact. Donc, donc moi, comme je t'ai dit, j'en ai fait pendant 4 ans. Donc, au bout de 4 ans, je ne vais pas dire que tu as fait le tour, mais tu comprends comment ça fonctionne et tu dis, bon, voilà. Tu vois les coulisses. Voilà, tu vois les coulisses. Et tu te dis, ouais, bon,
Maintenant, j'ai envie d'être entrepreneur réellement. Donc, il faut que je trouve un moyen de me développer réellement. Donc, moi, j'ai eu un laps de temps où j'ai dû justement aller chercher des finances. Donc, j'ai dû aller chercher un travail. Ça s'est mal passé parce qu'une fois que tu es passé de l'autre côté, tu as du mal à repasser de l'autre côté. Et au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai cherché justement un business. Donc, j'ai ouvert mon ordi, j'ai tapé business en ligne, j'ai trouvé plein d'idées. Et c'est là, pour moi, vraiment que je me suis confronté à l'entrepreneuriat, tu vois. Et toi, après justement ces 5 ans, bon, toi, tu étais déjà entrepreneur avant, ça t'a donné un peu plus de billes. Qu'est-ce que tu as fait après les 5 ans? On va parler honnêtement parce que de toute façon, on est là pour dire les choses en toute transparence. Entrepreneur, je ne pourrais pas dire que j'étais entrepreneur. Ouais. J'avais envie de te dire que j'avais des numéros de tirette. Tu vois? Comme beaucoup. Parce que là, et je le dis, il faut faire la différence entre guillemets, il faut vraiment faire la différence entre dire que j'ai créé une société ou une entreprise et je suis entrepreneur. C'est pas pareil. Parce que ne serait-ce que créer une entreprise et créer son emploi, ce sont deux choses totalement différentes. Tu vois? Il y a le fait de créer un système, c'est-à-dire un système, ça veut dire que tu n'es pas obligé d'être dans l'entreprise pour gagner de l'argent. Là, on peut parler d'être entrepreneur. Maintenant, si ta présence est nécessaire pour gagner de l'argent, c'est que tu as créé ton emploi. Ouais. Tu vois, ça, il faut déjà faire la différence. Mais ce qui est intéressant à comprendre, Stéphane, c'est que comme je te dis, ma première société, je l'ai créée à 23 ans. Mon frère, honnêtement, entre 23 ans et 30 ans, j'en ai créé environ 6 ou 7. Elles ont toutes échoué. Okay. Je me suis cassé la gueule sur toutes mes sociétés. C'est bien que tu dis ouais, ça, sur toutes mes sociétés. Oui, mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'en parle fièrement parce que ça a été une belle école aussi. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, surtout dans le monde occidental, on nous apprend tellement que l'échec, c'est une mauvaise chose. Mais aujourd'hui, même dans mon expérience, ce qui fait que je suis bon selon mes clients, c'est que j'ai échoué beaucoup de fois. Ouais. Donc aujourd'hui, ça me permet de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est une erreur, qu'est-ce qui n'est pas une erreur. Et d'ailleurs, aux États-Unis, quand tu veux réussir dans le business, tu vas voir celui qui a le plus échoué. Parce que toi, en fin de compte, tu veux gagner du temps. C'est encore une fois, c'est en France qu'on nous a donné cette mauvaise éducation de l'échec. Mais les amis, vous devez aimer échouer. Parce que c'est quand vous échouez, en fait, que vous vous remettez en question. C'est comme je dis, on ne se remet jamais en question lorsqu'on gagne, en fait. Ouais. Tu vois, lorsqu'on gagne, on kiffe et puis c'est tout. Mais lorsque tu perds, c'est là où tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'ai pas fait, machin. Et en vrai, c'est là que tu deviens meilleur. Et encore une fois, je le dis souvent dans mes conférences, on nous a tellement appris que la vie, c'est un Y. C'est-à-dire, c'est soit tu réussis, soit tu échoues. Ouais. Alors que c'est archi faux. Il faut échouer avant de réussir. Et comme je dis à tout le monde à chaque fois, je dis, en fait, vous devez juste vous dépêcher d'échouer. Ouais. Parce que, oui, c'est ça. Parce que, en fait, c'est ça qui est génial, c'est que aujourd'hui, Stéphane, bon, tu es entrepreneur, tu sais, mais ouais, on peut avoir 20, 30, 40 échecs. Il nous faut une seule réussite pour changer notre vie. Exactement. Une seule. Donc, quelque part, peu importe le temps que ça prend, est-ce que ça vaut pas le coup? Par exemple, d'échouer 30 fois, s'il le faut, sachant qu'un Français abandonne au bout de 2,5. 2 fois. 2,5. Et un Américain, 10,5. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est pour te montrer, en fin de compte, mais qu'est-ce qui fait que les États-Unis sont devant la France? C'est tout simplement que les Américains acceptent plus l'échec que les Français. Donc, de mes 23 à 30 ans, je n'ai fait que ça. Et c'est à mes 30 ans que j'ai créé une entreprise, selon moi, en tout cas par rapport à mes expériences d'avant, qui ont eu du succès. Donc, c'est là encore aujourd'hui, par exemple, les gens, et je pense que c'est pareil pour toi, mais les gens nous voient à la télé, les gens nous voient sur les réseaux, les gens ont cette impression que, tu vois, c'est facile pour eux. Mais non, en fait, même Mark Zuckerberg, il y a énormément de choses qui sont jamais sorties, qui n'ont jamais vu le jour avant qu'il y ait un succès. Donc déjà, en fin de compte, sur ce point de vue business, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que l'échec, c'est notre meilleur diplôme. C'est notre meilleur diplôme. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, tu as répondu. Ok. Yes. Après, j'aime bien que... Je suis content de voir que tu parles d'échec de manière si simple et que tu puisses justement le dire et justement, je ne vais pas dire banaliser l'échec, mais montrer que ça fait partie du chemin. Maintenant, je connais beaucoup de personnes qui sont réfractaires, qui ont peur de l'échec et si jamais ils échouent une fois, après c'est mort, moi j'arrête. J'ai eu des gens comme ça qui voulaient se lancer. Premier échec, bon, moi finalement, je retourne dans le monde du travail, c'est mieux de travailler, etc. Qu'est-ce que tu peux dire à des entrepreneurs, par exemple, qui sont là et qui vont peut-être
échoué ou qui sont pas loin d'échouer, qu'est-ce que tu peux leur dire? Comment toi, tu t'as fait pour échouer et te dire, bon, je continue quand même? Ben, ça, en fait, c'était en 2015. En 2015, quand j'ai rencontré mon épouse actuelle, Stécie, on est parti à Saint-Martin. Et lorsqu'on est arrivé à Saint-Martin, ben, j'étais parti, j'étais encore dans le marketing de réseau et je pensais que j'allais prendre le marché de Saint-Martin. Ce que je n'avais pas calculé, c'est que à Saint-Martin, personne ne me connaissait. Ouais. Tu vois, en Guadeloupe, on savait que c'était Michel Salin. Il y avait l'aura aussi du réseau et du groupe. Et moi, je pensais que c'est moi qui étais puissant. C'est pas moi qui étais puissant, c'est qu'il y avait l'aura du groupe. Ouais. Tu vois, quand les gens arrivaient, il y avait des gens, il y avait des salles, machin, etc. Et là, je me retrouvais seul. Donc, du coup, c'est là où j'ai décroché un peu sur le marketing de réseau parce que j'ai vu que seul, c'était compliqué. Et comme toi, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé à taper business en ligne. Et là, tu vois, il y a plein de petites formations du style devenir riche en 2 clics de souris et tout. Et je me rappelle, mon frère, que à l'époque, je me rappelle que on était arrivé à Saint-Martin et j'étais arrivé en mode très broc, quoi. 0 €, c'est STC qui payait tout. C'est elle qui avait pris en charge la maison, le loyer, tout machin. Et quand je voyais ces petites formations-là, c'est à sa carte que je lui demandais. Ouais. Tu vois, les formations à 47 €, machin, etc. Et encore une fois, ça c'est... Oui, ah ouais, mais... Et je vous le dis, les amis, on fait de l'argent avec de l'argent. Petit risque, petit gain, gros risque, gros gain. Donc, pourquoi je vous dis ça? Ben, ne pensez pas que vous allez devenir riche avec des formations à 27, 47 €. Ouais. OK? Encore une fois, vous voulez gagner de l'argent, investissez sur des choses qui en valent la peine. Enfin bref, on va fermer la parenthèse. Et du coup... quand donc voilà, je commençais, je fais un petit raccourci parce que sinon l'histoire est longue, mais j'ai commencé à acheter des petites formations comme ça. Et mon frère, pour la première année, en 2015, où je me suis lancé sur Internet, on a gagné 19,95 €. C'était le meilleur 19 € de ta vie. Frère, en fait, imagine-toi que c'est tout ce qu'on a gagné pour toute l'année 2015, mais en fait, c'était génial le jour où on l'a gagné parce que ça nous a donné des certitudes. Ça nous a montré qu'on est chez nous en slip, tu vois, et on pouvait gagner 19,95 €. Ça nous a montré que c'était possible. Mais en fait, les gens me disent, quand je fais des conférences et que j'en parle de ça, les gens me disent « Waouh, Michel, t'avais un mindset de malade. Comment t'as fait pour continuer l'entrepreneuriat en n'ayant gagné que 19,95 €? » Oui, les 2 € sont importants. Et en fait, moi, à l'époque, je ne considérais pas que j'avais un mindset de malade. Je ne considérais pas « Waouh, je suis un persévérant et tout ». Je considérais juste que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Et si j'ai un conseil à donner, c'est que quand vous avez défini un plan A, il n'y a pas de plan B. C'est ça le problème avec les gens. C'est qu'en fait, ils font quelque chose, mais tout de suite, ils te disent, si ça ne marche pas, je fais ça. Et ça veut dire en fin de compte qu'à partir du moment où tu as créé le plan B, tu as tué le plan A. D'accord? Tu l'as tué. Parce que tu crées l'éventualité que ça ne fonctionne pas. Or, il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Ça n'existe pas, Stéphane, quelque chose qui ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la méthode dont ça marche. Donc, si tu ne te donnes pas le choix, la seule phrase que tu te diras, c'est « il faut que je trouve comment ça marche ». Mais ça marchera. Et j'aime bien cette phrase de Thomas Edison lorsqu'il a créé l'ampoule, où on lui a demandé mais comment, en fin de compte, il a fait pour tester 10 000 fois sans abandonner. Et il a répondu, j'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons dont ça ne fonctionne pas. Ouais, tu vois? Donc, si moi, je devais donner un conseil, tu vois, je ne suis pas trop donner cette notion de conseil parce que chacun fait ce qu'il veut. Tu sais, des fois, on a beau parler, il faut que les gens vivent leur expérience. Mais pour moi, en fin de compte, il faut se définir. On entend, même dans le marketing de réseau, on n'a pas cessé de nous dire le pourquoi. Ouais. Tu vois, le pourquoi. Et de toute façon, c'est une valeur sûre. On ne peut pas vouloir réinventer la roue. Mais c'est pourquoi est-ce que tu fais les choses. Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Moi, je voulais vivre une vie libre avec ma femme. On voulait voyager. Je voulais, en fin de compte, lui offrir la meilleure vie. Et pour moi, il n'y avait pas le choix. Et je savais que ce n'est pas 1 500 ou même 2 000 ou même 3 000 ou même 5 000 € qui allaient apporter ça. Parce qu'encore une fois, sous cette notion de l'argent, frère, il y a des gens aujourd'hui qui sont persuadés que 5 000 €, leur vie serait magnifique. Pourtant, quand ils arriveront à 5 000 €, ils se diront que ce n'est pas assez. Okay. Donc, en fin de compte, c'est-à-dire que c'est ça la beauté d'être entrepreneur, c'est que ta vie évolue, tes revenus évoluent,
Et tu respectes en fin de compte le propre de l'être humain, de tout être vivant, c'est-à-dire l'évolution. Mais pour moi, c'est définir une véritable raison, et une raison émotionnelle. Parce que du coup, les gens se définissent beaucoup en fin de compte des raisons financières. Genre, je veux gagner 100 000 euros. Ton cerveau ne comprend pas ça. Ton cerveau n'a rien à faire de 100 000 euros. Mais tu veux les gagner pourquoi? Pour quelle raison émotionnelle? Qu'est-ce qu'il y a en fin de compte qui va te faire vibrer, ou tu vas te réveiller et tu te dis ce n'est pas possible que ça n'arrive pas. Et encore une fois, accepter que l'échec, c'est le meilleur diplôme. Pour moi, c'est les deux éléments, le pourquoi. Accepter que l'échec fait partie du jeu. Accepter que la critique fait partie du jeu. Accepter que... Mais voilà, en gros, en fin de compte, si on revient sur cette notion de critique, des gens viennent me dire des fois, Michel, il y a quelqu'un qui a dit des choses qui ont dit ci, des choses qui ont dit ça. Je dis, c'est génial. Ça prouve que ce que je fais a du sens. Si on ne vous critique pas, si en fin de compte, il n'y a pas des gens qui parlent dans votre dos, c'est que ce que vous faites n'a aucun intérêt. Et ça, c'est surtout quand tu vas sur les réseaux, ça fait partie de l'équation. Ne pas faire des vidéos de réponses, pour qui vous... Non, c'est des statistiques. Les gens qui nous critiquent, ce sont des statistiques. Combien de personnes, entre guillemets, même pour combien de personnes qui me détestent. Et la plupart du temps, tu verras sur YouTube, quand tu vois par exemple les pouces bleus, il y a toujours plus de likes. Ouais. Mais le problème, la plupart du temps, les gens sont concentrés sur les 10 dislikes, alors qu'il y a 100 likes. Tu vois? Mais ça fait partie du jeu et ça, faut l'accepter. La meilleure façon de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Exactement. Tu vois? Donc, voilà, à vous de voir quel camp vous voulez choisir, tout simplement. Exactement. Je vais revenir sur la partie des 19,95 € parce que moi, j'ai eu cette période-là quand je faisais le premier business qui m'a payé en ligne et j'y croyais pas et j'ai montré ça à Magali. Je dis, regarde, on a gagné. J'avais gagné 9,95 € sans mettre les frais de port, tu vois. Donc, ça veut dire e-commerce. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la notif sur mon téléphone, j'ai dit, ah ouais, en fait, ça marche, tu vois. J'ai trouvé le truc, ça marche, ça y est, on va devenir riche, tu vois. Et, mais les gens, je sais pas s'ils se rendent compte à quel point c'est puissant de voir que de chez toi, comme tu as dit tout à l'heure, tu peux gagner de l'argent avec ton téléphone. Ça, c'est un truc que j'en parle avec mon père. Jusqu'à aujourd'hui, mon père ne comprend pas, tu vois. Je lui ai déjà expliqué plusieurs fois. Il y a des gens qui ne comprennent pas et j'ai du mal aujourd'hui à concevoir que quelqu'un ne puisse pas comprendre ça, tu vois. Et, mais donne-moi ton ressenti réel quand tu as reçu cet argent sur ton téléphone. Qu'est-ce que tu as dit à Michel? Comment vous êtes parlé, en fait? Mais frère, on a sauté comme des fous. Parce que c'est exactement comme toi. Quand la première somme est tombée, pour toi, c'est bon, tu as trouvé la recette. Tu as trouvé la recette et tu te dis, là, je ne vais plus jamais manquer d'argent. Parce que tu te dis, en fait, comme tu dis, la puissance, c'est d'avoir fait cet argent-là de chez toi. Et comme je te dis encore, ce n'était pas des blagues, en slip. En slip, oui. Genre, tu n'as pas eu besoin de mettre une chemise, de t'habiller, de te maquiller, machin, tu as fait ça en slip. Donc tu te dis, frère, il faut juste que moi je me réveille, je bosse 4 heures par jour et je fais les sous. Et c'est quelque chose, le sentiment. Alors, on a eu plusieurs phases depuis, on a gagné beaucoup plus d'argent sur Internet que ça. Mais je me rappelle de cette fois où on a gagné 19,95 € et une autre fois, on avait lancé une formation en ligne et en 1h33 minutes, pour être précis, on avait enregistré 10 044 €. Et je me rappelle, et tu vois, entre les deux, les 19,95 €, on avait suscité beaucoup plus d'émotions, tu vois. Mais pour les 10 044 €, là, c'était même pas de la joie, c'était... Je me rappelle qu'Estécie assise sur le fauteuil, parce qu'on avait un fauteuil, et Estécie m'a dit, tu te rends compte qu'on a gagné en 1 heure ce que ma maman fait en 1 année. Et c'est là que tu te dis que Internet, c'est puissant. Mais je pense, en fin de compte, je ne sais pas si les gens qui n'y croient pas, est-ce que c'est par peur? Je pense que c'est beaucoup par peur, par ignorance. Et ils ont peur de ceux qui ne connaissent pas. Ils ont peur de ceux qui ne maîtrisent pas. Mais aujourd'hui, pour moi, 100% de mes entreprises sont digitales. Pour moi, tous mes amis, et ça doit exister, tous mes amis qui ont un business physique, pour moi, ce sont des super-héros. Ouais. Ce sont des super-héros, frère, parce que entre ce que ça représente, ne serait-ce que pour gagner de l'argent, ce qu'il faut déjà dépenser, tu vois, mais la gestion des employés, la gestion de
pour moi, ça fait trop de choses à gérer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de génial en ligne, en vrai, mon frère, une seule personne peut arriver à générer 1 million tout seul. Tu vois? Il peut créer une entreprise millionnaire tout seul. Passer 1 million, non. Il faudra une équipe. Il faudra une équipe ou des prestataires, des trucs comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, une personne seule, dans sa chambre, peut réussir à générer 1 million. Donc, de toute façon, on n'a pas à convaincre les gens, Stéphane. Hein. Aujourd'hui, si tu veux, que ce soit les nouveaux millionnaires, que ce soit les nouvelles richesses, ben c'est Internet, en fait. Hein. Et de toute façon, ceux qui sont encore là à se dire j'y crois pas, ils vont juste se faire dépasser par des petits jeunes de 13 ans qui sont même pas encore à l'âge de voter, mais qui gagnent déjà des 2 000, 3 000 euros par jour. OK? Donc voilà. Ouais, j'aime bien le parallèle que tu as fait justement avec les réseaux sociaux. Je voulais qu'on en parle justement parce que je sais que bon, vous êtes mis sur TikTok. Je sais que TikTok vous a apporté pas mal de revenus aussi, une grosse audience que vous avez su monétiser. J'aimerais bien savoir comment ça a démarré et comment c'est devenu un business entre guillemets lucratif. Imagine-toi, depuis 2017, STC voulait faire des vidéos humoristiques. STC a toujours kiffé ça à l'époque, elle suivait. Non, pas du tout. STC m'a vraiment entraîné dans ça. STC, à l'époque, c'était Cleveland qui avait le vent au pot quand STC voulait faire ça sur Snapchat. C'était Cleveland qui menait là-dedans à cette époque-là. Et moi, je venais d'avoir ma certification en PNL et je savais déjà que je voulais travailler avec des entrepreneurs et tout ça. Et quand STC m'a suggéré l'idée en 2017, j'ai dit, chérie, on va pas me prendre au sérieux. Je viens d'avoir ma certification. Si les gens me voient faire des vidéos drôles, pour qui je vais passer lorsque je vais aller présenter mon business. Et elle a tellement insisté qu'on a fait une petite vidéo vite fait, mais la vidéo était nulle comme pas possible, mon frère. Ça n'a jamais vu le jour. Je crois qu'on l'avait postée, mais je crois qu'elle était tellement nulle qu'on a dû l'enlever ou un truc comme ça. Et en fait, c'est pendant le Covid, pendant ce fameux Covid, elle est revenue à la charge. Là, c'était différent parce que en tant que coach, j'avais déjà fait mes preuves, j'avais déjà eu des clients qui avaient déjà eu des résultats, j'avais déjà un palmarès. Donc, pour moi, les feux étaient plus au vert. Et en vrai, on avait une petite idée de vidéo comme ça, je me rappelle encore très bien, une petite idée de vidéo comme ça. Et on s'est posé devant chez nous, dans la voiture. Et c'était vraiment la vidéo brouillon, où je la filme, elle me filme, je la filme, elle me filme, la vidéo brouillon. Et on a posté ça. Et on a vu que sur TikTok, ça partait bien. C'était sur TikTok, hein? Ouais, je pense. Sur TikTok. C'était sur TikTok. Et ça avait fait un petit nombre de vues sympa. Quand je dis un nombre de vues sympa, je crois qu'à l'époque, on était sur 10 000 vues, un truc comme ça. Mais pour nous, 10 000 vues, c'était énorme, tu vois. Et à un moment donné, on reçoit des appels, machin. Les gens nous disent, ouais, votre vidéo là, ça cartonne, machin, etc. Et tout. On va regarder sur TikTok, on dit... De quoi il parle? C'est juste 10 000 vues, tu vois. Et à un moment, j'ai une amie qui me fait une capture d'écran de Facebook. Parce que quelqu'un a pris la vidéo sur TikTok et l'a postée sur Facebook. Et je vois que la vidéo était à plus de 100 000 partages. Ah ouais. Tu vois? Et c'est là, en fin de compte, voilà, c'est-à-dire que c'était même pas sur notre réseau même. C'était vraiment, en fin de compte, quelqu'un l'avait récupéré et la vidéo était à 100 000 partages. Et là, je me suis dit, ah ouais, je comprends pourquoi autant de personnes nous ont contacté, votre vidéo. Et quand c'est arrivé, j'ai dit, ouais. Donc, tout de suite après cette vidéo-là, j'ai dit, STC, ok, chérie. Bon, tu sais, moi, je regarde toujours les choses avec un œil de business. Toujours avec un œil de business. Sinon, ça ne m'excite pas. Et je dis à STC, chérie, si on lance ça, il faut qu'on ait une stratégie. Il faut qu'on ait une stratégie. Moi, je n'ai pas envie de poster pour poster. Donc, du coup, il faut qu'on trouve une thématique. Il faut qu'on trouve un concept où, voilà, on fait un vrai bail, quoi, tu vois. Et STC me dit, OK, machin. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, dans un premier temps, c'est qu'à l'époque, que je ne te dise pas de bêtises, il n'y avait aucun couple antillais. D'accord? Le seul couple antillais, entre guillemets, qui n'est pas de notre génération, qui était dans l'humour, c'était Rigobert et Dédette. Tu vois? Mais il n'y avait pas de couple sur les réseaux. Alors, il y avait énormément d'humoristes qui avaient déjà ouvert la porte, mais il n'y avait pas de couple. Donc déjà, j'ai dit, c'est cool parce que ça fait une particularité. Mais j'ai dit, on va aller plus loin, c'est qu'on va parler de ce que les gens ne parlent pas.
Tu vois, la tromperie, les petites magouilles. Et l'avantage avec STC, c'est qu'on, comme je dis, on accompagnait les couples depuis 2016. Donc mon frère, on avait pléthore d'histoires qu'on avait entendues. Et en même temps, pour nous, c'est une façon aussi de dédramatiser des histoires qui anéantissaient certaines femmes. Parce que principalement, 80% de nos clients étaient des femmes dans nos accompagnements. Et il y avait toujours ce discours où elles arrivaient disant, il m'est arrivé quelque chose, il n'y a que moi que ça peut arriver. Et quand elle racontait l'histoire, elle dit, si tu savais le nombre de personnes à qui ça arrive. Et du coup, donc à ce moment-là, je me rappelle, j'avais tourné une première vidéo, mais j'étais hyper nul en cadrage. C'est-à-dire que j'avais l'idée de la vidéo dans ma tête, mais quand je filmais, ça ne donnait pas le rendu qu'il y avait dans ma tête. Et c'est là que j'appelle mon ami vidéaste. Je lui dis, qu'est-ce qui manque là? Parce que je ne sais pas, je vois le truc dans ma tête, mais je ne vois pas comment. Il a regardé, il m'a dit, frérot, c'est pas bon du tout. Donc il s'appelle Xavier. Ouais, c'est ça. Il m'a dit, mon frérot, ça va pas. Ouais, le cadrage là, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Et c'est là il me dit, allons faire quelque chose. Et c'est là que l'équipe se crée. Donc à l'époque, Michel, STC, Xavier, Aurélie. Donc Aurélie, c'est sa femme. Okay. Voilà. Donc qui a fait vraiment office d'assistante et de plein de rôles différents dans l'aventure. Et c'est là, en fin de compte, direct. Donc Xavier a rejoint le projet. Et on a commencé à créer des scénarios. Donc j'ai créé, c'était principalement moi le scénariste, parce que j'aimais cette partie où, voilà, j'ai une idée et après je la matérialise, tu vois. Donc ouais, bien 95% des scénarios, c'est même si on voit à chaque fois que c'est moi qui passait pour le couillon entre guillemets, mais c'était voulu parce que là aussi, on a testé des choses et on a vu que chaque fois qu'Estécie perdait, ça faisait moins de vues, tu vois. Donc on a vu qu'il y avait ce girl power, qu'il y avait ce truc, donc du coup, voilà, fallait jouer dessus. Et on a commencé à travailler, on s'est organisé, on s'est dit avec Xavier que voilà, tous les mercredis, on venait, on tournait 5, 6 scénarios et comme ça on postait sur toute la semaine. Mais dans notre stratégie, on savait et on s'était dit dès le départ tous ensemble que tant qu'on n'avait pas atteint 100 000 abonnés, on ne faisait rien d'autre que créer du contenu, pas de collaboration, rien du tout. On nous a contactés, je pense, pour des collabs à partir de 5 000 abonnés. Donc à partir de 5 000 abonnés jusqu'à 100 000, on faisait que dire une chose, non, ça ne nous intéresse pas. Parce que pour nous, le plus important, c'était de créer le lien déjà avec notre communauté et ne pas venir tout de suite les taper d'annonces, de trucs, de codes promo, de choses comme ça. Donc pendant 1 an, on a fait ça. On avait prévu justement d'atteindre 100 000 en 1 an. Et je crois que les 100 000, on les a atteints en 10 mois. Donc déjà, ça aussi, de ce que je suis en train de dire, l'importance d'avoir un plan. L'importance d'avoir un plan, parce que j'aime bien cette phrase qui dit que si tu planifies pas ton succès, tu planifies d'échouer. Donc si tu n'as pas de plan, en gros tu sais pas où tu vas. Et lorsqu'on a atteint les 100 000, tu te dis toujours waouh, c'est le goût et tout, et puis quand tu l'as atteint, tu te dis ok, c'est juste ça. Juste après qu'on a atteint les 100 000, parce qu'on s'est concentré sur une seule plateforme, TikTok à bloc, et lorsqu'on a atteint les 100 000, on a fait que reposter sur Instagram. Après on a créé la chaîne et sur Instagram c'est monté très vite parce qu'il y avait déjà tout le contenu, c'était juste posté. Et donc là c'est là qu'on a commencé à faire des collabs intéressantes, c'est là qu'on a commencé à gagner de l'argent avec les réseaux sociaux. On avait quand même remarqué que TikTok nous avait apporté beaucoup de visibilité, d'accord, mais pas d'opportunité. Ok. C'est lorsqu'on s'est lancé sur Instagram et qu'on a eu à partir, je crois, de 20 000 abonnés sur Instagram, c'est là que les opportunités sont arrivées. Donc la première des choses, c'est qu'on a vu TikTok pour la visibilité, Instagram pour les opportunités. C'est là que, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, Instagram est quand même bien configuré pour les entreprises avec les collaborations et tout ça. Et par la suite, on s'est dit, ok, on a fait les réseaux, c'était cool, et on voulait cocher la télé. On avait déjà été sollicité par un producteur avec qui on n'a pas travaillé parce que moi, quand j'ai quelque chose en tête, je sais comment je veux les choses et ce qu'il proposait ne m'intéressait pas. Mais il a quand même, en fin de compte, apporté l'idée de la télé qu'on n'avait pas. Donc, du coup, avec ma femme, on a pris la décision de tout faire nous-mêmes. On a créé notre production audiovisuelle et c'est nous-mêmes qui avons été présenter notre projet. On avait été sollicité par quelqu'un de Guadeloupe la Première, mais qui n'était pas à la télé. Mais qui nous avait dit allez à Guadeloupe la Première parce que votre programme va cartonner.